Il faut savoir qu'en 30 ans, c'est le premier que je vois. Je n'en ai jamais vu. Je l'ai cherché pendant... Salut Camille. Salut. Alors moi je suis partagé entre vraiment plutôt des jeux d'aventure RPG, donc on va être plutôt sur du Chrono Cross, Chrono Trigger, Xenogears, quelques FF et quelques jeux d'arcade. J'aime bien Punisher, Cadillac Dinosaur, Street Fighter, Breakers. Ah, alors laquelle vente? Donc on a 2 ventes cette année. Alors c'est pas exceptionnel d'avoir 2 ventes. C'est vrai que c'est la 12e année quand même qu'on fait ça, à raison de entre 2 et 3 ventes quand même par an. Là cette année c'est un peu particulier, donc on a 2 ventes qui se succèdent, enfin qui se suivent plutôt, avec donc une le 22, Expo le 22 juin, et une autre le 27, Expo le 26. La première vente, elle est un petit peu pour les habitués de millions, enfin de nos ventes très connues, n'est-ce pas? Elle est axée vraiment généraliste, donc c'est une vente globale rétro gaming, enfin même pas que rétro gaming, ça va jusqu'aux consoles actuelles. On part vraiment des origines un peu des lots qu'on a pu récupérer, jusqu'à vraiment les choses les plus récentes qu'on nous confie à la vente. Donc vraiment c'est quelque chose qui est assez généraliste, où on trouvera un petit peu de tout dans une sélection qu'on a faite. Et la vente du 27 est vraiment axée, alors ça c'est la première fois, elle est vraiment axée console portable. Donc ça va aller du premier Game & Watch de Ball en 80 jusqu'au GBA 2003-2005 globalement quoi. Mais c'est vrai que dans la deuxième vente, on n'aura pas du tout de console de salon ou même d'objets si rapportants. Et pareil dans la première vente, non quasiment pas. Celui que j'ai pas eu, du coup, celui que j'ai pas encore. Rêve d'avoir en vente, je sais pas, parce que mon gros problème, c'est que du coup, moi, comme tous les acheteurs que je croise et qui nous confient des choses, je suis également collectionneur. Malheureusement pour moi, je ne sais pas si on peut dire heureusement. Mais du coup, non, les jeux que je rêve d'avoir en vente, je sais pas, moi je collectionne pas les jeux neufs, les jeux neufs pas trop, mais des jeux que je rêverais d'avoir en vente, peut-être des cartes originales, arcade un peu rares, des trucs qu'on voit pas trop, des objets peut-être, plutôt des objets publicitaires, des trucs vraiment de concours qu'on n'a pas pu croiser parce qu'il y a trop peu d'exemplaires. Il y a quelques trucs, oui, où je pense des lots qui sont uniques et qui sont bloqués dans des collections. La GBA Zelda, mais celle en or, en 24 carats, ou celle des Dreamcast vraiment très rares, la Sakura, où a priori il n'y aurait qu'un exemplaire, pas la rose qu'on voit à droite à gauche. Vraiment il y en a une qui est très limitée. Des choses comme ça, vraiment, surtout pour les présenter, pas forcément par un intérêt personnel, mais surtout pour les présenter. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est avoir des trucs un peu... c'est ça qui me plaît en fait dans cette partie de ma vie du boulot, en fait, c'est d'avoir des trucs. Alors parfois c'est des prix qui sont pas destinés à tout le monde, hein, malheureusement. Parfois aussi c'est accessible, mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des choses où parfois on découvre en même temps. C'est-à-dire que moi j'ai quand même, grâce à cette chance que j'ai eue de faire ce métier à côté, de pouvoir avoir accès à des objets ou des documents surtout que j'avais jamais vu. Je pense par exemple aux documents des procès Nintendo Magnavox dans les années 70-80, des choses comme ça. C'est des choses j'aurais jamais cherché en tant que collectionneur, et surtout je ne les aurais jamais vues, je pense. C'est une question piège. C'est une question piège parce que ça veut dire du coup, est-ce qu'il faut acheter la pièce la plus chère? Est-ce qu'il faut acheter la pièce la plus rare? Est-ce qu'elles sont liées? Pas toujours. Moi, dans la première vente, personnellement, je trouve que les trucs les plus rigolos, c'est ce qu'on appelle le Before Mario. C'est des choses qui se sont passées avec une période où Nintendo avait un logo avec N9 comme ça. C'était vraiment avant les Game & Watch, tout ça. Et il y a un Love Tester qui est assez marrant, une espèce de truc qu'on met avec le pouls comme ça à son compagnon ou sa compagne.
Ça, je trouve ça assez rigolo, ça date de 1968 quand même. Ça, c'est assez drôle. Dans la première vente, donc celle du 22, on a aussi... il y avait des concours dans les années 80. À l'époque de la Famicom, donc la NES française, au Japon, il y avait des concours un petit peu, on participait avec sur certains jeux, il fallait faire un score, il fallait envoyer une carte avec son score, avec une preuve du score, et on obtenait des lots qui étaient assez limités. Alors on parle de limité de l'époque, c'est peut-être 500, entre 500 et parfois 10 000 exemplaires. Ça paraît beaucoup sur 10 000, mais en fait c'est très peu. Et surtout en fait sur ces lots-là, je pense notamment au Punch-Out Gold qu'on a, qui n'est pas un jeu si rare que ça en soi, mais en réalité là on a une version full set, dans le sens où on a la ranking card du gagnant. C'est-à-dire que là, la personne qui nous l'a confié, c'est le gagnant de l'époque. Donc en fait, il a la ranking card du score qu'il avait fait à l'époque pour obtenir le jeu Punch-Out Gold. Et ça, c'est très cool quand même. Donc moi, je partirais sur des trucs comme ça parce que je trouve que c'est des objets, ouais, si je devais qualifier ça de pépite, ouais, dans le jeu vidéo, c'est un petit peu bizarre de dire pépite dorée. Voilà. Mais je trouve ça c'est rigolo, la manière de... Le document en lui-même, je trouve ça assez cool. Dans la deuxième vente, c'est une vente... Pour moi, la deuxième vente, celle du 27, c'est une vente hallucinante de qualité en termes de pièces, que ce soit au niveau de la qualité de conservation ou de la rareté de certaines choses. Donc il y a une grosse partie Game & Watch avec une collection qui est incroyable. Donc les collectionneurs de Game & Watch savent très bien de qui elle provient, mais il y a quand même des pièces que j'ai très peu vues, hein, qui sont parfois dans des états, ce qui sont mais très rares, ou parfois état neuf. La plupart des Game & Watch qui sont proposés sont quasiment neufs, hein, avec les piles d'origine, la date des piles qui correspond à la sortie du jeu, etc. Ça c'est assez fou. Et on a des pièces qui sont tout court, hein, très rares, des versions françaises de Rain Shower, de Lifeboat. On va avoir la version américaine de Donkey Kong 3 en pocket size qui est vraiment rarissime. On va avoir certains Game & Watch publicitaires également, dont la toute première publicité pour Mizuno. Et en Game Boy, on a en Game Boy original, donc DMG, un Dot Matrix, on a vraiment les tout premiers jeux, et notamment ce Tetris qui commence à être connu puisque les gens commencent à en parler. C'est une pièce absolument hallucinante, hein. C'est un Tetris en boîte neuf. Il faut savoir que le Tetris, à l'époque de la Game Boy, le Tetris est sorti sur plein de supports. Il y a eu de la NES, après il y a eu des dérivés, il y a eu beaucoup de copies de ce jeu-là, etc. Mais le Tetris vraiment auquel tout le monde a le plus joué, c'est la version Game Boy, le tout premier sur Game Boy. Il faut savoir qu'en fait on y a le plus joué parce que la Game Boy, c'était une révolution, hein, quand c'est sorti. Mais c'est surtout que la cartouche Tetris était donnée avec la plupart des consoles que les gamins avaient. Moi, je suis dans ce cas-là, hein. Mais quand on allait en boutique pour acheter un jeu qui coûtait entre 199 francs et 270 francs en gros, on n'achetait pas Tetris évidemment. Même si on avait eu une console d'occasion ou les versions de boîte sans Tetris, un gamin qui allait demander un jeu ou même un ado qui allait acheter un jeu, il n'achetait pas Tetris. Il achetait Mario, il achetait Castlevania, il achetait, je sais pas, peu importe, mais il n'achetait pas Tetris. Donc déjà des Tetris en boîte, version française, bon, il y en a, hein, faut pas dire que c'est rare, c'est pas vrai, mais il n'y en a pas tant que ça en vrai, en bon état. Là, on parle d'un Tetris en boîte français, neuf, sous blister. Il faut savoir qu'en 30 ans, c'est le premier que je vois. Je n'en ai jamais vu. Je l'ai cherché pendant très longtemps. Les gens qui me connaissent savent que j'ai collectionné la Game Boy pendant 20 ans. Je l'ai cherché pendant très longtemps, je ne l'ai jamais vu. Là, c'est une pièce exceptionnelle. Le jeu en soi est pas rare, on en trouve partout. Vraiment, un Tetris, ça vaut 2 € une cartouche, hein. Mais le jeu en boîte, bon, voilà, en bon état, après, les gens se font leur avis. Mais un blister de Tetris... Alors les lots qui peuvent aller dans des musées, pour moi ça va plus être Alors ça peut être ça effectivement parce que c'est un lot qui... Il y a tout aussi rare que Tetris par exemple dans la vente. Dans cette vente là, en blister Game Boy, on va avoir un Turtle 3 qui est a priori le seul connu. On va avoir un Animated Series de Batman qui a priori est le seul connu. C'est déjà des jeux, il faut quand même comprendre qu'un Turtle 3 français ou un Animated Series français, c'est des jeux en Game Boy en boîte pour les gens qui savent. Vous êtes probablement beaucoup, hein. C'est déjà des jeux qui sont très rares, contrairement au Tetris, hein. Les autres, c'est des jeux déjà sans blister qui sont très rares. Mais alors là, neuf, il n'y en a pas d'autres, hein. A priori, après, jamais à l'abri, mais voilà. Donc ça, c'est des jeux très rares pour collection.
Mais c'est pas des jeux pour les musées. Un musée, il va plutôt s'intéresser, je pense au musée qui est en train de se monter, hein, par exemple. Les musées, ils peuvent s'intéresser plutôt à des pièces qui ont une histoire. Un Tetris Game Boy, ça a beaucoup plus d'histoire qu'un Turtle 3 sur Game Boy. C'est une certitude. Je pense même que les créateurs de Turtle 3 chez Konami, je suis même pas sûr qu'ils sachent que ce soit sorti en France, honnêtement. Parce que j'ai déjà rencontré, moi, le créateur, par exemple, de Double Dragon 3. À l'époque, c'était chez Retro Game Shop. Lui-même, quand je lui ai présenté mon Double Dragon 3 sur Game Boy à faire dédicacer, il savait même pas que c'était sorti sur Game Boy. Donc il y a vraiment des jeux qui sont un peu sortis sous le manteau par les distributeurs, les éditeurs, etc. Un petit peu pour alimenter un marché qui était en permanence en train de demander des titres, quoi. Mais là, voilà, un musée, typiquement, un Tetris, c'est voilà, on peut raconter, on peut parler. Un an complet de Tetris sur l'origine du truc, le mec qui s'est fait avoir, qui s'est fait piquer la licence, les licences qui étaient vendues par Tengen, par Nintendo, enfin il y a de quoi parler pendant 107 ans. Et là, le fait qu'il soit neuf, oui. Un musée pourrait s'intéresser à ça, pourrait s'intéresser à qu'est-ce qui se passe avant le jeu vidéo, pourrait s'intéresser à effectivement tout ce qui est pièces de concours, parce que voilà, ça a une histoire. Donc typiquement le musée qui se monte en France, là, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à présenter, il y a une histoire, il y a de quoi intéresser les gens, il y a de quoi présenter, et surtout c'est des pièces exceptionnelles. Une pièce unique d'un Tetris ou des pièces dans des états incroyables sur certains Game & Watch, franchement, bon, ça fait 12 ans que je fais des ventes, mais moi ça fait 30 ans que je collectionne. Honnêtement, il y a des trucs que je n'avais jamais vus ou j'avais très peu croisé, quoi. Non. Non, parce qu'en fait, un lot en particulier, c'est difficile à dire, parce que moi, personnellement, les plus grands moments que j'ai passés dans le jeu vidéo, c'était vraiment comme un geek seul dans ma chambre, devant ma télé, avec mes écouteurs, et en train de pleurer comme un débile parce que la princesse, elle est morte, ou que le mec qui l'a sauvée, il s'est changé en pierre. Bon, comprenne qui pourra, ou alors en train de me battre avec 3 autres crétins à titer dans les nuages parce qu'on joue à Street Fighter 2. Les vrais souvenirs, en fait, c'est soit des souvenirs de partage sur un peu n'importe quoi, mais ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, j'ai beaucoup partagé sur un Rekka Summer Carnival avec certains amis, ou sur du King of Fighter ou Metal Slug, mais je sais pas, le jeu vidéo c'est particulier, c'est comme si tu me demandais quel est le film qui te rappelle le plus de souvenirs. Je te dirais Willow, Retour vers le futur, Indiana Jones, Star Wars, tous ces trucs là en fait ils sont au même niveau parce qu'ils ont tous un souvenir particulier. Je peux te dire par contre ce qui ne m'évoque absolument aucun souvenir. 1968, Love Tester, 0, tu vois. Mais je trouve ça génial en tant que collection ou même en tant que... je trouve ça drôle, tu vois, comme truc. Ça a une histoire et tout, mais ça m'évoque rien personnellement. Par contre, oui, un Game & Watch de Zelda, bah moi celui-là je l'ai eu, un Game & Watch de Donkey Kong Jr., oui, ça m'évoque un souvenir, mais beaucoup moins fort que si tu me disais, allez, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien et tout, il reste une console et une cartouche, qu'est-ce que tu veux? Bah, je te dirais, mais en fait, je veux juste Street Fighter 2, quoi, ou je veux juste Mario, quoi. En fait, un Mario 1, tu vois, moi, ça me parle plus que je sais pas... y a des gens qui vont dire bah moi je suis plus je sais pas Kinnikuman ou j'adore River City parce que voilà j'ai beaucoup de souvenirs avec mes potes. Moi non, moi ça va être Mario parce que j'ai passé je sais pas 1000 heures à essayer de gagner une seconde sur le record du monde, des trucs comme ça que j'ai jamais réussi à avoir. Mais je sais pas, c'est vraiment très personnel. Il y a pas une pièce en particulier qui va me dire ça vraiment. S'il y en a une, c'est celle-là. C'est pas vrai. C'est pas une mode le rétro gaming, c'est un peu comme dire est-ce que les vélos c'est à la mode, quoi. Ça a pas vraiment de sens. On a utilisé les vélos ils ont évolué, mais on utilise quand même encore des anciens vélos. Sur Paris, il y a plein de gens qui ont des vieux motobécanes et ils roulent quand même très bien. Le rétro gaming c'est plus un... J'assimile plus ça à un mode de vie, c'est-à-dire que tu vas t'acheter c'est la différence entre le mec qui va s'acheter un Bombers et qui va chez Sandro ou le mec qui va aller acheter un Bomber chez Scott, quoi, avec la vieille étiquette, quoi. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que la finalité c'est la même, tu vas jouer, hein, ou alors tu vas porter ton manteau. Mais en fait la manière dont tu le fais est différente. Jouer à des jeux rétro, c'est comprendre que le jeu vidéo c'est pas forcément toujours facile.
Jouer à des jeux rétro, c'est se rappeler des souvenirs. C'est aussi pouvoir les partager. Moi, j'ai des enfants, tu vois. Mes filles, aujourd'hui, elles ont une Switch, mais ça les empêche pas de passer peut-être plus de temps à jouer à Sailor Moon sur Super NES ou à Kirby's Adventure sur Famicom que moi, ma fille, le premier jeu qu'elle a fini, c'est Kirby's Adventure sur Famicom à 6 ans. Elle a pas, mais c'est parce qu'elle a un père débile. C'est pas parce que, je veux dire, peut-être que tous ses potes à l'école disaient ah là, t'es trop naze, tu joues à Kirby. C'est quoi Kirby, cette espèce de boule rose dégueulasse. Moi, je joue à Last of Us ou j'en sais rien. Le rétro gaming, c'est plus une envie de découvrir, tu sais, les origines. C'est un peu le mec qui aime le cinéma qui dit est-ce que les films de la Nouvelle Vague ou les vieux films de Brunel et de Bunel, ils sont encore à la mode. Non, c'est pas à la mode. Il n'y a pas de mode. C'est soit si t'aimes ça, tu vas y jouer, tu vas t'intéresser, ou alors tu vas juste en avoir rien à foutre et te dire c'est bon, j'ai envie de jouer à Mario, je joue à Mario Galaxy ou je joue au dernier Mario Kart sur Switch 2, je vais pas brancher une Super NES quoi. Aujourd'hui, en plus, faut quand même avoir envie quoi. C'est-à-dire que tu veux brancher une Famicom ou tu veux brancher une Super NES, faut quand même te dire que ces consoles-là, faut les brancher en Péritel ou faut les brancher en RCA ou en Youth, tu vois. C'est pas forcément si simple que ça. Donc sur le papier, la plupart des gens qui savent, ils vont se dire ouais mais c'est bon, t'as juste à mettre un adaptateur sur Amazon, ça vaut 5 €. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, une personne lambda, tu rentres chez lui, tu dis on peut jouer à la console, elle va faire ouais vas-y on fait un FIFA. On va dire ouais vas-y on joue à Street Fighter 6, il va pas te dire je vais sortir une Super NES, on va mettre la cartouche. Ah non, faut pas souffler dedans, ça existe plus ça. Je veux dire, il y a plus que des gens, ce qu'on appelle le geek et qui était un peu péjoratif à l'époque. Aujourd'hui ça devient un peu ça devient une espèce de standard quoi. Je veux dire, tous les gens qui ont 40 ans, ils ont grandi avec le Club Dorothée, ils ont grandi avec une Super NES ou une Mega Drive, avec la PlayStation, avec Metal Gear Solid et voilà. Mais les jeunes d'aujourd'hui, s'ils n'ont pas des parents qui leur expliquent ça, et si demain il n'y a pas de musée qui vient raconter toutes ces choses-là, et qui vient un peu, non pas forcément préserver, parce qu'il y aura toujours des collectionneurs, c'est comme dans l'art, je veux dire là, dans une maison de vente aux enchères, les millions, c'est une infime partie le jeu vidéo. On vend des tableaux, des meubles, tous ces trucs-là. L'art est préservé, avant d'être préservé par des musées, c'est préservé par des collectionneurs, par des gens qui sont fans du milieu, quoi. Une fois qu'on a une espèce de communauté qui conserve tout ça, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des institutions. Le mieux, c'est d'en avoir parce que c'est de pouvoir transmettre à des gens qui sont pas nés avec ça. Voilà. Moi je prends ma plus grande, elle a 11 ans, ok. Si elle n'avait pas un père qui était là-dedans, jamais de la vie elle saurait ce que c'est une Famicom, c'est sûr. Je veux dire, c'est comme les vidéos où on voit, il y a une dizaine d'années, je me souviens, ils faisaient des tests, ils amenaient des cassettes audio et un crayon à des gamins, et ils disaient alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les gamins, ils ne savent pas ce que c'est. Mais le gars de 40 ans, il sait que tu remontes la cassette avec ton crayon, tu vois. C'est tout le principe de l'évolution, d'arrêter de faire des trucs à la con pour pouvoir passer son temps dans des trucs plus intéressants. Par contre, comprendre comment on en est arrivé là, voir les mécaniques, tu vois, quelqu'un qui fait des études de game design, si aujourd'hui on lui dit ah le standard c'est ça, maintenant faut plus faire de 3D, il faut faire de l'IA, parce que je fais de la 3D, je travaille dans la pub à côté. Si on dit voilà on fait plus de 3D, il n'y a plus de setup, il n'y a plus d'animation 3D, regarde tu demandes juste à ton IA machin tout ça de faire ces trucs là, en fait on perd certains savoirs. Donc si tu dis à des gens le jeu vidéo c'est trop cool, mais ah bon on s'en fout des pixels, on s'en fout de la 2D, on s'en fout de la première 3D, des premiers polygones, si tu leur dis ça, ils comprendront pas comment on en est arrivé là. Tu vois, il y a un principe à la fois de préservation qui vient d'être collectionneur, mais aussi de transmission, mais là c'est les institutions. Et là, en fait, c'est là que mon rôle est plus du tout. Enfin, je veux dire, moi mon rôle, je présente des pièces, j'essaye de présenter des choses, et tant que faire se peut, je dis bon bah voilà, faut faire ça. Moi, j'ai rien à voir avec le reste. Les gens qui sont dans les institutions, les gens qui sont décisionnaires de la culture, eux par contre, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité pas pour notre génération, pour celle d'après. Parce que les gens d'après, ils sauront pas tout ça. Ils sauront pas ce que c'est un punch out et pourquoi qu'il fallait une putain de ranking card pour pouvoir envoyer ton truc, récupérer ta cartouche. Non, ils diront juste oh, c'est rare, il y en a 10 000 exemplaires. On s'en fout de ça. Ce qui est le plus important, c'est de se dire, mais à l'époque, il y avait des mecs qui jouaient chez eux, qui écrivaient sur un papier, qui envoyaient le truc, qui recevaient leur jeu chez eux. C'est tout un process qui disparaît aujourd'hui. Internet, tout ça, c'est fini, tout ça. Donc c'est l'évolution de tout ça, il faut la comprendre et il faut essayer de préserver son histoire. Et ça, c'est les institutions. C'est pas nous, ça.
Nous, on est que des passeurs, en fait. On est des passeurs de pièces en fait. On cherche des pièces jolies pour vendre et pour faire de l'argent, parce que voilà, hein, tout le monde fait de l'argent, boulanger, tout le monde, c'est pas. Mais en gros, nous, notre rôle, il est de satisfaire des collectionneurs et, si possible, des institutions si elles arrivent à s'engager. Mais eux, le rôle de chacun, il est déjà prédéfini depuis la nuit des temps. C'est le mec qui veut faire du feu, il faut qu'il apprenne à faire du feu. Le mec qui sait faire le feu, il faut qu'il transmette. S'il transmet pas, le mec d'après, il saura pas faire. Voilà, on n'est pas au même niveau d'importance. Évidemment, c'est du jeu vidéo, hein, ça reste des conneries. Mais c'est important. C'est important de séparer les choses. Les collectionneurs qui doivent conserver, les collectionneurs qui doivent comprendre le milieu, qui doivent après transmettre, et les institutions qui vont récupérer ce savoir et qui vont le retransmettre de façon plus éducative et pour un peu tout le monde, quoi.